Bonjour, nous sommes le 17 mars 2021. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux mentionner. Je voulais aussi, je vais vous dire que je vais appeler ça du titre ancien de mes séries sur YouTube. En fait, ça avait commencé sur Dailymotion, qui était Le temps qu'il fait. Et puis je donnais le nom d'un jour, ce qui tombait très bien quand je faisais ça une fois par semaine et qu'il y avait plein de choses à raconter. Depuis, je fais davantage des vidéos à la demande et c'est davantage ciblé. Alors, par quoi je commence? Je commence par Monsieur Geert van den Bosse. Alors, si vous lisez les journaux, c'est la personne qu'on appelle Monsieur Geert van den Bosse. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai dit, moi, Geert van den Bosse? Parce que c'est un nom qui s'écrit et qui se prononce dans ma langue maternelle, le néerlandais, et donc vous l'aurez entendu au moins une fois prononcé correctement. Alors, qui est ce monsieur? Ce monsieur, c'est un vétérinaire, c'est un grand spécialiste des vaccins. C'est quelqu'un voilà, qui a donc des références solides dans le domaine dont il parle. Il est vétérinaire de formation, si j'ai bon souvenir. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il vaudrait mieux ne pas vacciner les gens maintenant. Pourquoi? C'est sur cette chose que vous voyez. On a essayé de produire des vaccins le plus rapidement possible. Il y a des nouveaux variants qui apparaissent, des mutations qui sont éventuellement plus contagieuses, qui sont éventuellement plus mortelles que celles qu'on avait avant. Et donc ce monsieur dit, on est engagé dans une course qu'il n'aurait pas fallu engager de cette manière-là. Donc comme c'est un bon spécialiste, ça vaut la peine qu'on écoute ce qu'il dit. Ce n'est pas de l'ordre de la dénégation, de dire non, ça n'existe pas, ou bien je connais le remède miracle, etc. Non, c'est sur le côté pertinent ou non des campagnes de vaccination en ce moment et de ces productions voilà, dans un univers marchand de différents vaccins ayant différents mérites à différents endroits, etc. Et là, vous pouvez aller sur mon blog. Depuis tout à l'heure, depuis une heure à peu près, il y a un papier de M. Timiota. M. Timiota est un lecteur de très longue date de mon blog. C'est un scientifique français de très haut niveau. Il utilise un pseudo, mais il vous parle des différents vaccins, de la philosophie derrière ça, et puis d'une chose très intéressante pour évaluer ou non ce que dit ce monsieur Geert van den Bosse, c'est le modèle mathématique qui rend le mieux compte de la politique de vaccination. Et là, il y a quelque chose, et là, bon, il y a plusieurs lignes qui sont des maths qu'on peut sauter si on n'y comprend vraiment rien, qui renvoie à cette notion d'ergodicité. C'est le principe suivant. Si on observe le comportement moyen de quelque chose sur un phénomène, et que ce comportement moyen est extrêmement rassurant, et qu'on va en tirer la conclusion que les individus qui se trouvent dans ce processus vont en fait représenter en gros ce comportement moyen. Eh bien non, il y a une condition d'ergodicité derrière cette supposition que les individus reflèteraient dans leur ensemble le processus général. Qu'est-ce qui peut se passer? Par exemple, on peut vous dire, voilà, avec ce nouveau système, le salaire moyen, les revenus moyens des ménages va augmenter de 2 000 € sur l'année. Et tout le monde va dire c'est formidable. Mais si on regarde les cas individuels, on va s'apercevoir peut-être que chez les 1% les plus nantis déjà, leurs revenus vont augmenter de 100%, vont être doublés, et que chez les gens les plus pauvres, il va diminuer pour représenter le comportement moyen. Donc il faut faire très attention. Il y a peut-être des grandes politiques, je dirais, vaccinales qui sont idéales pour la population dans son ensemble et qui posent des problèmes pour les individus particuliers, dans la mesure en particulier que nous n'avons qu'une vie, nous, et que si ça marche pas bien, ben voilà, nous avons brûlé la seule allumette dont nous disposons. Alors, si ces questions de M. Geert van den Bosse et les problèmes qu'il soulève vous intéressent, il y a ça sur mon blog. Alors, de quoi est-ce que je veux parler d'autre? Et bon, il y a des choses
à Atlanta, dans la Géorgie, l'État de Géorgie, un État du sud des États-Unis. Un monsieur vient de tuer 8 personnes et il est allé simplement dans des boutiques où se trouvent des personnes d'origine asiatique et il a simplement tiré sur ces personnes. Ça va dans le sens, ça va dans le sens de l'idéologie de l'ancien président, Monsieur Trump. Vous savez, c'est la personne qui disait le virus chinois, c'est la personne qui a essayé d'encourager chez ses troupes, qui sont essentiellement constituées selon les sympathies du père de Monsieur Trump, Monsieur Fred Trump, qui était, je vous le rappelle, un sympathisant du Ku Klux Klan. Et puis on l'a vu dans les troupes qui ont pris le Capitole d'assaut le 6 janvier, essentiellement voilà, des suprémacistes blancs, des gens qui considèrent que, qui suivent ce slogan de Monsieur Trump, Make America Great Again, et où tout le monde a compris tout de suite du premier jour que c'était Make America White Again, rendez les États-Unis aux Blancs. Donc voilà, ce monsieur, c'était quelque chose qu'on avait constaté d'ailleurs depuis plusieurs mois. Des gens sont attaqués dans la rue simplement sur le fait qu'ils sont apparemment d'origine asiatique. Ça va dans le sens malheureusement des graines qui ont été semées par Monsieur Biden. Essayez de réparer ce qu'a fait semé par Monsieur Trump. Je veux parler de Monsieur Biden maintenant. Essayez de réparer dans l'urgence ce qu'a fait Monsieur Trump. Ça peut conduire, sinon à des catastrophes, à des situations extrêmement difficiles. Un exemple en ce moment, c'est et ça, M. Biden n'y est pour rien. C'est l'attente générale, c'est l'image générale dans les pays d'Amérique centrale. Qu'avec un président démocrate, ce serait plus comme avec Trump. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et l'arrivée du printemps facilite cela. Un très grand nombre de migrants en provenance d'Amérique centrale, essentiellement des gens du Guatemala et du Honduras, se pressent aux frontières. Et un phénomène qu'on a déjà vu, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, ce sont des jeunes, des tout jeunes, des enfants, une population non adulte, comme on dit, qui se pressent aux frontières. Alors, ils viennent avec, ils sont habillés, ils ont un petit sac, ils ont quelque chose là-dedans, ils marchent parfois depuis très longtemps, ou alors ils ont un peu d'argent pour payer des passeurs, et ils parlent espagnol, ils ne parlent pas l'anglais, et ils ont juste un petit bout de papier où il y a un numéro de téléphone et une adresse, celle de parents. Ils vont rejoindre des parents qui sont parfois des parents éloignés. Ils viennent rejoindre des parents qui se trouvent déjà aux États-Unis. Alors, la bonne image, a priori, de M. Biden fait qu'il y a des problèmes de congestion invraisemblables. Et bien entendu, alors que M. Biden est là depuis, je ne sais pas, ça nous fait quoi, 60 jours, les républicains crient au crime parce qu'il n'a pas su. Ce sont ces promesses, disent les républicains, ce sont ces promesses en l'air qui produisent cette catastrophe. Alors, bien entendu, les démocrates essayent de répondre dans l'urgence. Et il y a un très beau musée, d'ailleurs, de la NASA, dont on nous dit en Californie, dont on nous dit qu'il va être utilisé maintenant pour accueillir provisoirement des jeunes qui sont venus seuls traverser la frontière des États-Unis. Il y a aussi une salle de convention, c'est au Texas là. Le problème est un problème bien entendu sérieux, très sérieux. Là, c'est la misère bien entendu, aussi une certaine insécurité sur le plan politique, mais c'est surtout la misère qui conduit des populations à se déplacer en masse. Voilà. On a connu ça, et chaque fois que je parle de ça, je pense aux ancêtres francs de la famille Jorion, qui ont dû aussi
à pied, à cheval ou en voiture, débarquer un jour d'assez loin, en Germanie, et s'installer là, dans la région de Tournai, Cambrai, Valenciennes, Mons, aussi avec sans doute avec leurs valises percées. Et voilà. Mais bien entendu, les démocrates sont attendus au tournant parce que ils ont tellement gueulé pour voilà, de voir les jeunes dans des cages. Et pour le moment, il y a 3200 jeunes dans des cages sous un président démocrate. Bon, alors, il faut peut-être lui donner un tout petit peu de crédit pour les 60 jours où il est là. Même pas 60 jours, oui, enfin bon, 3 jours près, 60 jours où il est là. Mais il faudra surveiller et voir si, bon, sous prétexte de difficultés logistiques, on ne refait pas la même chose que sous le régime de monsieur Trump. Alors, un dernier mot, et c'est sur monsieur Trump aussi. Dans ce livre, voilà, deuxième volume, voilà, je fais un peu de pub. On me dit parfois, vous faites de la pub pour vos propres livres. Oui, je l'assume, je fais de la pub pour mes propres livres. Je sais que mes livres se vendent, mais je connais très peu d'auteurs qui ne font pas ça. C'est le deuxième volume, ça a paru en décembre 2020. C'est-à-dire il y a 4 mois. Et ce que je dis, et ça revient un peu comme un refrain dans ce livre, enfin bon, il y a des choses, je ne répète pas ça toutes les pages, mais je dis, il y a tellement d'espionnage en arrière-plan de cette histoire qu'il est probable qu'on ne saura pas jamais le fin mot de l'histoire. Et là, je suis, depuis la passation de ce pouvoir, le 20 janvier, les choses vont quand même très très vite de ce point de vue-là. J'aurais peut-être tort. Et ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est que ce qui encourage, bien entendu, le fait qu'on en sache davantage sur ce qui serait véritablement de l'espionnage, c'est la volonté des démocrates qu'on ne revoit pas M. Trump trop souvent dans l'actualité et surtout qu'il ne se représente pas comme nouveau candidat en 2024. Donc on va peut-être en savoir beaucoup. Et là, il y a quelque chose qui est sorti hier. C'est un rapport un rapport américain sur les interférences étrangères dans la campagne de 2020. Donc la campagne électorale de l'été au mois de novembre 2020. Et donc là, il y a un assessment, une évaluation, et en particulier, ce qui apparaît, c'est que c'est dit d'ailleurs de manière, je dirais, explicite, et ça c'est bon ça veut dire que les Américains veulent qu'on le sache à l'extérieur, puisque c'est un rapport rendu public. Il n'y a pas eu d'ingérence, d'interférence de la part de la Chine. Le rapport s'intéresse essentiellement aux ingérences de la Russie, dont il est dit qu'elle a eu lieu de la même manière qu'en 2016. Et là, c'est ça qui m'intéresse en particulier, on parle d'espionnage. On parle du rôle joué par M. Kilimnik, qui était donc un collaborateur de M. Manafort la fois précédente, lors de la campagne électorale de 2016. M. Manafort, je vous ai tenu au courant au fur et à mesure, accusé, qui refuse de parler, refuse de vendre la mèche, il ne parle pas en particulier, il refuse de parler de ses rapports avec ce M. Kilimnik. Et il sera récompensé par M. Trump, qui lui avait promis, bien entendu, de le gracier s'il ne mouftait pas, ce qui fut le cas. Mais il n'est pas certain que M. Manafort ne soit tout à fait, je dirais, à l'abri de toute poursuite qui pourrait intervenir maintenant, parce qu'il est mis clairement que ce M. Manafort a agi en collaboration avec ce Kilimnik, en toute connaissance de cause, en sachant qu'il était un espion russe, en particulier en lui communiquant, ça avait déjà été relevé par la commission Mueller et même avant, en communiquant à ce monsieur Kilimnik des documents secrets confidentiels sur l'évaluation des rapports de force durant la campagne électorale.
Et là, mais ce qu'il dit cette fois-ci, c'est que ce monsieur Kim Il-nik a toujours été actif durant la campagne 2020, et là que ce n'est plus monsieur Manafort qui aurait agi en collaboration avec lui en toute connaissance de cause, c'est monsieur Rudolph Giuliani. Ancien maire de New York, plus connu récemment comme avocat de monsieur Trump. Et donc, il est dit là assez clairement que M. Giuliani a travaillé de concert en particulier en communiquant de l'information qui était l'information, des déclarations, des affirmations venant tout droit de Russie, en les injectant dans la campagne électorale. Alors voilà, là je vais peut-être me tromper. C'est-à-dire que c'est formidable, ça veut dire que ce livre aura raison plus vite. Je comptais sur 35 ans avant que quelque chose apparaisse en surface que je spéculais, que je supputais dans ce livre. Ça ira peut-être beaucoup plus vite. Voilà, un petit tour de l'actualité, je dirais la plus pressante, sous ce titre générique de Le temps qu'il fait, le 17 mars 2021. Merci pour votre attention.